Jeudi 30 octobre, bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TNTV à la une. Victoire autoritaire d'OPT sur la première étape de la Hawaii Kinuiva à 2024. Les tenants du titre ont bouclé cette première course en 3h18. Ils sont suivis des teams d'Air Tahiti et de Shelva'a. Combiner production d'énergie solaire et activité agricole en un même lieu. La centrale photovoltaïque Mahana Ohiupe a été inaugurée aujourd'hui à Taravao. Cette ferme solaire est la première d'une série de 4 sur Tahiti. Du climat et du développement durable, nous en parlerons plus en détail avec notre invité Léopold Temoana Biardo, le délégué interministériel qui en a la charge. J-2 avant la Toussaint. S'il est d'usage de fleurir les temps pour rendre hommage aux défunts, les habitudes changent avec le temps. L'événement attire de moins en moins de fleuristes au marché de Papeete. La clientèle aussi semble diminuer. On ouvre ce journal avec l'essentiel de cette première étape de la Hawaii Kinuiva. Ils s'accrochent au maillot jaune. Les rameurs d'OPT remportent la première étape de cette 31e édition de la Hawaii Kinuiva. Un parcours de 48 km entre Huahine et Raiatea, bouclé en 3h18 et 4 secondes. Les équipages d'Air Tahiti et de Shelva'a les suivent de près. Le résumé avec Moya Pierron et TNTV Productions. C'est l'arrivée, c'est parti, bouée jaune et on passe. Victoire du team OPT en 3 Team OPT, Air Tahiti et Shelva'a, c'est le trio gagnant de cette première étape de la Hawaii Kinuiva 2024. Les hommes de Georges Kronstedt ont terminé la course avec une belle avance, résultat d'un choix de cap vers Taha. Un écart déjà significatif qui s'est confirmé à l'entrée du lagon de Raiatea. Alors que la ligne d'arrivée se rapproche, Team OPT est à une centaine de mètres devant Air Tahiti et environ 300 mètres devant Shelva'a. Team OPT remporte la première étape de cette Hawaii Kinuiva en 3h18 et 4 secondes. Voilà, on tenait à cœur de gagner cette étape comme OPT n'a jamais gagné la première étape. Du coup, voilà, on dit exploit fait aujourd'hui. Exploit fait, et surtout avec la manière. On vous a vu surfer, on a vu des hommes surtout frais du début jusqu'à la fin. Voilà, ben, on a essayé de jouer là le cap. Et voilà, on a bien surfé, on a bien profité. En fait, on s'est juste amusé, quoi. Après, il fallait quand même serrer les boulons vers la fin. Deuxième équipage de cette première étape, la team Air Tahiti, arrivée 1 minute 26 après OPT. Pour cette équipe aussi, le choix du cap a été déterminant. Voilà, en gros, on a été sur la même ligne de cap avec le team OPT. On a fait un duel quasiment tout le long du chenal. Et voilà, c'était le cap à prendre aujourd'hui, un cap plus direct. Quoi. Voilà, ça a marché, je pense. Le team OPT qui a gagné et nous deuxième. Ouais, super. Petite déception pour l'équipe de David Tepava qui a tenté tant bien que mal de revenir en tête de la course. Mais les rameurs de Shelva'a n'ont pas l'intention de se laisser abattre. Oui, c'est comme ça, c'est la course. On ne baisse pas la tête. Il reste encore 2 jours. Et David nous a bien préparé aussi pour la guerre. Félicitations à les deux équipes de haut. En 4e position, on retrouve Team Huahine, suivi de Hinarauria, qui est aussi le premier équipage de la catégorie vétéran 40 ans. Demain, les rameurs se lanceront sur l'étape la plus courte de la Hawaii Kinuiva, 26 km entre Raiatea et Taha. On vient de le voir, les rameurs d'OPT ont livré une belle démonstration lors de cette première étape. Comment s'y sont-ils préparés? On voit cela dans ce reportage de Désiré Teivao. C'est le jour J pour les rameurs du Team OPT et les 69 équipages engagés à la Hawaii Kinuiva. À 3 heures du départ, les rameurs passent entre les mains du masseur et du kiné. Ah bon, c'est tout ce qui est vaseline, mon œil pour ne pas attraper froid. Et puis après les straps. Les gars, bon, globalement ils sont tous en forme, mais forcément les petites tensions musculaires, les petites crispations avec la charge d'entraînement qu'ils ont eue sur les mois précédents, les courses précédentes aussi. Donc faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions pour la course, quoi. Après les soins, c'est au tour de l'entraîneur Georges Kronstedt de prendre la parole. La stratégie dont on a parlé hier soir pour le départ, c'est de s'extirper au mieux. Si on peut être devant tout le monde, au mieux. Avec le maillot jaune sur leurs épaules, les postiers savent qu'ils sont attendus. Une pression positive pour le staff de l'équipe.
Et les rameurs, voilà, ils sont calmes, sereins, et puis voilà, ils n'ont aucune hâte, c'est de ramer, quoi. Je pense que tout le monde va se jauger sur la première heure, et puis après, passer la première heure, les caps vont se dessiner. Ben, nous, on a décidé de rester, je veux dire, au marquage avec les grandes équipes, hein, avec Shell, RTT, Team Huahine qui est sur son plan d'eau. Les protégés de Georges Kronstedt font honneur à leur maillot de leader en prenant les commandes de la course dès la sortie de passe de Fari. Si le team RTT revient à la hauteur des postiers, les tenants du titre sont très à l'aise. Temona Taputo et ses partenaires reprennent la tête et signent le premier succès de l'histoire du club à Rayatea. Je suis totalement satisfait du travail qu'ils ont fourni. C'était ces derniers mois très difficiles pour eux. Donc beaucoup d'entraînements, de long line. Et aujourd'hui, tous ces entraînements ont payé. Et c'est une belle victoire pour cette étape. Il reste encore 2 étapes à faire. On conserve le maillot jaune, donc c'est parfait. Entre Rayatea et Huahine, le team OPT a marqué les esprits. Il faudra réitérer pareille performance demain et vendredi pour conserver leur titre. En parallèle de la course reine des hommes, une autre compétition s'est tenue sur le plan d'eau de Rayatea, la course des Taurea, des dames et des vétérans de plus de 60 ans. Une étape de seulement 16 km entre Taputapuatea et Uturua, mais ô combien intense. Les moments forts avec Roni Moufat. 6 h du matin, commune de Taputapuatea, les 33 équipes engagées pour cette première étape de la Hine Taurea sont sur le qui-vive. 5 catégories sont en lice, mais un seul mot d'ordre, prendre le large et garder la tête. On ne sait pas encore comment ça va se passer, mais sinon on s'est dit, on se donne à fond et après on verra. L'objectif est de faire un bon départ et donc bien se placer sur la ligne de départ, ne pas s'accrocher ni se laisser enfermer et aussi bien surfer une fois sorti de la passe. Tout est dans le huti, la puissance d'accroche. C'est ce que l'on a préparé pour aujourd'hui. Puis, tranquille et sans stress, l'objectif est d'arriver. La stratégie aujourd'hui, c'est de bien sortir du paquet et être premier à la passe. Après finir premier à l'arrivée. Stratégie payante, les jeunes de OPTVA vont dominer la course depuis le départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Tout Eivanuidum Orea finit en 2e position, suivi de près par Mateia Hoe. EDTVA, pourtant 3e à l'entrée de passe de Tiavapiti, termine finalement au pied du podium. On a fait un bon départ, on a essayé de caler et je pense qu'on a trop cramé peut-être au départ et du coup on a eu du mal un peu dans le surf aussi. On a essayé de rattraper, on nous a rattrapé et c'est pas grave, c'est le jeu. Pas de temps pour souffler, les équipes se préparent déjà pour la 2e étape qui promet d'être tout aussi intense. Avec la 4e place qu'on a eue, il va falloir chercher trouver une stratégie pour pouvoir essayer au moins de rattraper le temps qu'on a perdu sur nos adversaires. Il va falloir tout donner et puis essayer de donner le meilleur de soi. Côté senior dames, la team Hawaii prend les commandes et devance Kalahuikei et Teva. Chez les vétérans dames, c'est Ruahatu qui s'impose devant la team Tamar Imateia et Nunueva. Dans la catégorie vétérans hommes de plus de 40 ans, Hinaraurea l'emporte de justesse face à Tahitian Paddle et Nunueva. Enfin, chez les vétérans de plus de 60 ans, Pireva assure sa victoire en devançant Nunueva et Ta'anui. À l'issue de cette première journée de course, c'est donc Team OPT qui se place en tête du classement provisoire, suivi des rameurs d'RTTVA et de Shellva. Un classement qui peut encore évoluer. On verra d'ailleurs cela dès demain avec la 2e étape à suivre à partir de 8h30 sur notre antenne et sur nos plateformes web. On vous rappelle le parcours des hommes. Demain, ils partiront de Uturua à Rayatea pour une arrivée prévue à la plage de Patio à Taha'a. 27 km de distance au total dans le lagon des îles Sœurs uniquement. Rendez-vous donné à 8h30 sur TNTV donc. Et on clôture ainsi cette page spéciale. Le dénouement concernant les recherches de la jeune fille de 11 ans à Rimatara est tragique. Elle était portée disparue depuis dimanche après un chavirement lors d'une sortie de pêche avec son père. Son corps a été retrouvé ce mercredi matin sur la plage de Amaru. C'est une passante qui l'a aperçu et qui a tout de suite prévenu les autorités.
Nous vous l'annoncions début 2023. Une nouvelle étape franchie dans la transition énergétique. La centrale photovoltaïque Mahana Ohiupe a été inaugurée aujourd'hui. Elle est implantée sur un terrain de 12 hectares dédié à l'élevage bovin. C'est toute l'originalité de ce projet, mêler deux activités sur un même site. Le reportage de Thomas Chabrol et Heri Hautiarik. C'est un nouveau paysage qui a pris forme du côté de la presqu'île. Sur ce terrain dédié à l'élevage bovin, 22 000 panneaux photovoltaïques ont été dressés pour produire une énergie propre. Avec une puissance de 10,6 MW crête dans des conditions optimales d'ensoleillement, cette immense installation est sur le point d'entrer en service. C'est déjà une vraie transition parce que ça peut remplacer à peu près la puissance, c'est l'équivalent de la puissance d'un groupe de EDT qui pourrait être en pleine journée par exemple coupé et permettre donc de tourner et d'économiser en moyenne en année. On est à peu près à 3 millions de litres de fuel et donc de CO2 en moins sur notre pays. Le cœur du système se trouve dans ces 3 conteneurs. À l'intérieur, les batteries qui vont stocker l'électricité. Ces zones de stockage sont équipées d'instruments pour mesurer très précisément l'ensoleillement, la température ou encore la vitesse du vent. Des données indispensables qui doivent être transmises à la TEP en charge du transport de l'électricité. Donc on va charger avec l'électricité des panneaux dans les batteries pour ensuite suivre des plateaux d'électricité qu'on va annoncer à la TEP pour une production de la journée. Du coup, si jamais il y a un nuage qui arrive, c'est les batteries qui prennent le relais pour injecter ce qu'on a prédit à la TEP dans le réseau. Le défi majeur de ce projet est d'allier la production d'électricité avec la pérennité d'une exploitation agricole. Ces bovins vont continuer à brouter de l'herbe et progressivement évoluer à la fois autour des panneaux photovoltaïques, mais aussi dessous. Ces installations servent d'ombrière. Pour réussir ce pari, le comportement du bétail et les cycles du pâturage ont été étudiés à la loupe. On gère au mieux entre le haut et le bas. C'est pour ça qu'on ne gère pas tout 12 hectares d'un seul coup, on fait 6 hectares et 6 hectares. De toute façon que là, ils vont être à peu près 6-7 jours. Et après, on va les basculer de l'autre côté encore 6-7 jours. Et après, on a fait attention à la partie résolution de la partie haut, parce qu'il faut que les bovins boivent. Donc la partie basse, c'est ouvert, ils vont boire en bas. Et la partie haute, on installe un bac. Le virage de la transition énergétique au Fénois se poursuit. D'ici la fin de l'année, 2 autres fermes développées par EDTNJ et une autre par Mana Solar doivent être mises en service à leur tour. Au total, ce sera près de 60 000 panneaux couplés à des batteries qui permettront de faire bondir de 5% la production de l'énergie renouvelable en Polynésie. On enchaîne en plateau avec le délégué interministériel en charge du climat et du développement durable, Léopold Temoana Biardo. Bonsoir. Alors, avant de parler de vos nouvelles missions, on s'intéresse à vous, originaire de Paia. Vous êtes docteur en économie de l'environnement, tout juste nommé délégué interministériel. Votre nom est déjà connu puisque vous avez été l'un des lauréats du prix AFD Jeunes chercheurs Outre-mer en 2022, puis intégré le collège de l'autorité de la concurrence, l'APC, pour ne citer que ça. Mais ce n'est pas tout. Dites-nous en plus à votre propos. On va faire rapide. Je suis originaire donc de Paia. J'ai passé mon bac en 2010 et puis après je suis parti faire mes études en France, d'abord en économie pendant 5 ans, étudié aussi à Singapour pendant 1 an, direction ensuite la Californie où j'ai obtenu mon doctorat en économie de l'environnement en 2020, retour en 2020 à l'Université de la Polynésie française où j'ai enseigné l'économie pendant 2 ans, direction ensuite Nouvelle-Zélande, à Auckland, où j'ai travaillé en tant que chercheur en économie de l'environnement, donc sur des thématiques liées au climat. Suite à une rencontre avec le président, Moïté Broderson, je suis revenu là récemment en septembre et démarré mes missions au mois d'octobre. Justement, ce poste qui fait le lien entre les différents ministères sur les questions de climat et de développement durable, c'était une forte demande des autres ministères ? Alors absolument. Il se trouve que ça faisait quand même quelques temps qu'on poussait pour la création d'une délégation interministérielle. Et quand ça a été suggéré, immédiatement les directeurs et directrices de cabinet ont sauté sur l'occasion, parce qu'il se trouve que tous les ministères ont des thématiques qui sont liées au climat ou au développement durable. Et ça a fait l'unanimité. Votre rôle, quel va être votre rôle dans ce travail interministériel exactement ? Justement de faciliter l'action, plutôt que de travailler chacun dans son coin en silo. L'idée, ce sera de créer des liens, de faire le pont entre les différents ministères dès que l'occasion se présente. Donc, j'aimerais bien juste donner un petit exemple.
Mettons, lorsque l'on a un cyclone, on sait qu'il n'y a pas que l'environnement qui va être affecté. Hein. Il va y avoir des destructions de maisons, ce qui peut toucher donc le foncier et l'immobilier. Ça va impacter les vies, hein, forcément, donc on est dans le domaine de la santé. Économiquement parlant aussi, hein, les dommages, ou ne serait-ce que sur l'industrie du tourisme, qui pourrait voir une chute du nombre de visiteurs par la suite. Hein. Donc on voit vraiment que ce sont des thématiques qui peuvent rapidement toucher tous les ministères. Et idéalement, voilà, cela démontre la pertinence de ces délégations. À plus grande échelle, une de vos missions, et pas des moindres, c'est de préparer la Polynésie aux grands rendez-vous internationaux. Le prochain se tiendra à Nice en juin 2025. Il s'agira de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Quels seront les enjeux pour la Polynésie à ce sommet? Les enjeux seront absolument énormes, hein, et il est très important que l'on y participe, et on y participera. Pourquoi? Nous aurons 150 pays qui seront représentés. Nous aurons des chefs d'entreprise, des représentants de la société civile, des ONG. C'est vraiment le grand rendez-vous des océans, et je n'apprendrai à personne que notre mode de vie ici dépend de la bonne santé de l'océan Pacifique. Et donc parmi les thèmes qui vont être abordés, il sera question donc de la biodiversité, de la chute de biodiversité, c'est-à-dire de la disparition progressive des stocks de poissons et d'autres types d'animaux et de faune et de flore. On parlera aussi de pollution marine. Voilà, il y aura de grands enjeux liés aux océans, et on veut pouvoir faire entendre notre voix lors de ce grand rendez-vous international qui se passera donc à Nice. Et puis à notre échelle, il y a le plan climat 2023-2030 qui vise donc la réduction des gaz à effet de serre. Il est aussi question de préparer l'adaptation du pays au dérèglement climatique. Comment allez-vous accompagner le gouvernement sur ce travail? Alors absolument. Donc le plan climat 2022-2030 de la Polynésie, il me semble, a été validé par le CESEC le mois dernier. Comme tu viens de le dire, hein, il y a une dimension vraiment liée à l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire donc pour nous de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Sauf qu'après, il ne faut pas oublier que la Polynésie est responsable environ de 0,003% des émissions globales. Donc évidemment qu'on veut montrer l'exemple et dès que possible réduire notre empreinte carbone, et on peut saluer du coup l'initiative qui vient d'être présentée ici avec la ferme solaire. Mais au-delà de ça, on est en première ligne sur les conséquences du changement climatique, et le but, il est fondamental pour nous de protéger les populations de ces conséquences-là. Léopold Biardo, merci pour ces réponses. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. À 2 jours de la Toussaint, la tendance se confirme. Les fleuristes sont de moins en moins nombreux autour du marché de Papeete en cette période de l'année. Plusieurs facteurs en cause, comme la hausse du prix des stands d'exposition. Esther Parot-Cordet nous en dit plus. Les floralies de la Toussaint ne tiennent plus que sur une allée. Avant la pandémie de Covid, ils étaient une centaine de fleuristes à exposer tout autour du marché. Sous les chapiteaux, ils ne sont plus qu'une vingtaine d'exposants. La clientèle semble, elle aussi, avoir déserté les lieux. C'est pas comme les autres années aussi. Hein? Il y en a tendance, c'est tout plein. Puis maintenant, non. Je trouve que les gens plantent moins. Les gens, ils plantent moins aussi. Isabelle, elle, est dans la tourmente. La fleuriste n'a toujours pas digéré la hausse du prix du mètre linéaire du stand fixé par l'association Mapurua Praeta. Elle est passée de 6 000 à 8 000 francs cette année. Alors si tu prends 20 mètres par exemple, comme nous on a plus de 20 mètres, tu payes le prix, tu fais le calcul quoi. 2 000 francs d'augmentation, ce n'est pas si contraignant selon les producteurs. Les floralies de la Toussaint restent la plus grande vente de bouquets dans l'année. Mais 2 000 francs, c'est rien. C'est la journée, c'est les 4 jours. Les fleurs, tu vends tout, tous les 4 jours, tu vends la quantité de fleurs. Le chiffre d'affaires, c'est 20-30%? Oui. On peut gagner plus. Ça dépend. Jusqu'à 50%? Ce que tu peux cultiver. Quand je dis 100%, c'est à toi la plantation.
Les prix des bouquets oscillent entre 2 000 à 15 000 francs et ils sont moins garnis. Certains planteurs affirment que leurs exploitations ont été inondées ou sinon pillées. Des plaintes auraient été déposées par des producteurs de Mahaena. Les exploitations, on a voulu aussi pour là-bas chez nous. Ouais. C'est pas que les fleurs, on a aussi les mains, on vole aussi chez nous, hein, les tarots. La fleur de haut bruit ravagée par les insectes a disparu des rayons au profit des chrysanthèmes dont les graines sont importées. Néanmoins, l'espoir subsiste du côté des artisans. Moyata orne ses bouquets de végétaux que l'on trouve partout en Polynésie. Alors je propose des bouquets typiquement locaux, typiquement des tuamtu, c'est-à-dire faits avec des feuilles de palme de cocotier, des troncs de cocotier. Et au milieu, c'est avec des bois de kahaya, des bois de pura aussi. L'activité des fleuristes devrait s'accélérer demain, le dernier jour avant la fête de la Toussaint. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, votre magazine de 0 à 100 km/h, suivi du résumé de la première étape de la Hawaii Kinuiva A. Enchaînez avec le documentaire Maria et découvrez de sublimes images du joyau des Australes. Demain matin, rendez-vous dès 8h30 sur notre antenne et nos plateformes web pour suivre en direct la deuxième étape de la grande course de Va'a. Très belle soirée à tous. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.